Bonsoir à tous et bienvenue à ce petit workshop sur Quarkus, supersonique, subatomique Java. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu cette nouveauté, hein, qui est un projet qui date de 2019, qui n'est pas très vieux, mais qui s'annonce quand même comme un petit rebond de Java dans le monde du, du, du container et du server class. Donc, on va se découvrir un petit peu ensemble ce qui se cache derrière ce titre un peu racoleur, supersonique, subatomique Java. Donc, c'est un sujet, un projet open source initié par nos amis de chez Red Hat. Et il a été créé pour permettre l'usage de Java pour des applications dites cloud native ou Kubernetes native, un Java optimisé pour les microservices, pour les containers et pour le serverless. Donc même s'il existe déjà des implémentations de Java, on pense à Jakarta pour les microservices, c'est quand même une approche un petit peu nouvelle et assez intéressante. Donc avant de débuter sur Quarkus, on peut rappeler un petit peu les origines de Java, hein. Donc c'est un langage qui est apparu au siècle dernier, avec des problématiques qui étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Mais on peut dire que la première intention vis-à-vis de Java, c'était d'isoler, enfin, d'obtenir une indépendance applicative vis-à-vis des plateformes matérielles sur lesquelles elle tournait. Donc, on a créé en fait un langage, hein, qui est un langage, donc le langage Java, mais qui n'est pas directement compilé en langage machine, mais un langage intermédiaire qui s'appelle le bytecode, et qui est interprété par une JVM. Donc à partir du moment où on a une JVM qui tourne sur une plateforme, on peut exécuter son programme Java. Donc c'était, bon, ça paraît assez évident aujourd'hui, mais c'était une nouveauté à l'époque. On ne parlait pas encore de virtualisation, on ne parlait pas encore voilà. Donc, euh, donc à ce moment-là, les applications étaient ce qu'on appelait des gros monolithes, hein, des gros monoblocs applicatifs, et on privilégiait plutôt le scaling vertical, en améliorant les performances de la machine sur laquelle l'applicatif tournait, hein, CPU, mémoire, avant de commencer à envisager de faire un scaling horizontal en ajoutant des serveurs, parce qu'il fallait créer des clusters. On n'avait pas toutes les facilités qu'on a aujourd'hui pour faire ce genre de choses, même si ça existait, bien sûr. Donc, on est apparu, voilà, Java est apparu dans ce contexte-là, avec le succès qu'on lui connaît, hein, puisqu'il était quand même un des langages majeurs pour les décennies 2000-2010, pour tout ce qui était back-end. Donc, avec l'apparition de J2E, etc. Donc voilà, en Java, pour s'affranchir des plateformes sur lesquelles on tourne, je l'ai dit, le code source, il est compilé dans un langage intermédiaire, en bytecode, qui est interprété par une JVM. Et même si Java, tout au long de sa vie, euh, a vu de petites révolutions techniques qui ont permis d'améliorer les performances, on peut dire qu'il était traditionnellement assez gourmand en mémoire et souffrait de démarrage assez lent, qui le rendent assez peu appropriés pour le cloud native. Donc, on veut pouvoir justement multiplier les containers, pardon, de 0 à l'infini, en fonction des besoins et de façon dynamique. Donc, donc voilà, un Java optimisé pour le cloud native, c'est ce que revendique Quarkus. Donc on va s'intéresser d'abord à la partie euh, subatomique, avant de s'intéresser à la partie supersonique, hein. Donc un Java avec une empreinte mémoire réduite et un Java très rapide à démarrer, donc soit au démarrage ou à l'exécution. Donc là, ce sont des chiffres qui sont tirés du site Quarkus, hein, que je vous montrerai par la suite. On a ici des empreintes mémoire en mégabytes, hein, relatives. Donc voilà, ici on a ce qu'on appelle voilà, une cloud native stack Java, mais avec un applicatif. Donc là, c'est une application assez basique, hein, c'est du REST et du CRUD, create, read, update, delete. Donc un microservice, on va dire, assez classique, avec une empreinte mémoire, lorsqu'on prend une cloud native stack Java traditionnelle, de 209 mégas. Donc avec l'utilisation de Quarkus et l'utilisation d'une JVM, parce qu'on verra qu'il y a plusieurs façons d'utiliser Quarkus, mais là on est sur une étape un peu intermédiaire. Donc on utilise Quarkus, mais on utilise toujours du bytecode interprété par une JVM. Ici on atteint 145 mégabytes d'empreinte mémoire.
Et lorsqu'on utilise Quarkus avec GraalVM, donc je vais revenir par la suite sur ce qu'est GraalVM, mais on n'a plus là justement du bytecode interprété par une JVM, mais directement du langage machine, hein, un exécutable. Donc là, on arrive à une empreinte mémoire qui est de 28 mégabytes. Donc voilà, donc on peut se dire qu'effectivement 209 mégas avec les capacités mémoire actuelles, c'est pas grand-chose, mais là on parle de microservices et donc potentiellement de microservices qui sont, on va dire, par centaines ou par milliers pour une application donnée. Donc effectivement, la différence en termes d'empreinte mémoire est très importante. Donc en termes de rapidité d'exécution, ici on parle alors c'est boot plus first response time. Donc c'est on va dire du démarrage de l'applicatif à la première réponse. Parce qu'en Java, justement, on a des mécaniques qui font que si on mesure uniquement le boot ou uniquement la première réponse, on n'a pas des chiffres très significatifs. Donc là, sur une cloud stack, cloud native stack traditionnelle, entre le démarrage de la JVM plus la première réponse, on est à 9 secondes de temps de réponse, ce qui pour du serverless, par exemple, où on veut pouvoir scaler à zéro, est un petit peu rédhibitoire. Ici, dans le cas de Quarkus, plus du just-in-time compilation sur une JVM classique, on est à 2 secondes. Et encore une fois, si on a un exécutable natif qui est généré par Quarkus, donc Quarkus plus GraalVM, on est à 0, on va dire à 42 millisecondes, microsecondes, non, millisecondes, pardon, et donc qui fait qu'effectivement, on a encore une fois des temps de réponse significativement améliorés entre une cloud native stack classique et Quarkus. Donc l'histoire de Red Hat, comme celle d'IBM d'ailleurs, est intimement liée à celle de Java, hein. Et donc on a vu que avec l'arrivée du cloud, des efforts d'optimisation de Java ont été faits et continuent d'être faits, mais ils butent sur certaines spécificités du langage. Et c'est en réfléchissant à ces améliorations que des développeurs de chez Red Hat ont eu un déclic, et notamment en voyant revenir sur le devant de la scène un autre projet open source qui s'appelle GraalVM. Donc on voit que Quarkus utilise GraalVM et on va parler rapidement de GraalVM. Donc GraalVM, c'est un projet qui date de quelques décennies, on va dire, hein, qui promet des performances accrues justement en s'autorisant à s'affranchir totalement de la JVM, en transformant le bytecode en langage machine directement exécutable. Donc, donc pour ceux qui connaissent déjà Java, hein, j'imagine que si vous venez voir un petit peu le futur de Java, quoi, avec Quarkus, vous êtes familier de Java. Mais c'est transformer le bytecode en langage machine directement exécutable, sans passer par la JVM, ça peut se faire qu'au détriment de certaines fonctionnalités prisées par Java et largement utilisées par certains frameworks et librairies. Donc ça entraîne nécessairement une complexité de portage vers GraalVM qui est souvent rédhibitoire, puisqu'il faut changer tout le code incompatible, non seulement dans son application, mais dans toutes les dépendances. Donc laissez-moi une seconde pour retrouver mes notes. Donc voilà, chez Red Hat, donc plutôt que de déplorer un petit peu donc, les limitations de GraalVM, hein, donc GraalVM va permettre justement de faire une analyse statique du code, d'analyser non seulement son applicatif Java, mais l'ensemble des librairies de ses dépendances, et faire des choses du type d'éliminer tout le code source qui ne sera par exemple jamais appelé à l'exécution. Donc ça implique un certain nombre de contraintes, et l'utilisation de GraalVM n'est pas forcément en soi, hein, n'est pas forcément facile. Donc chez Red Hat, plutôt que de déplorer un petit peu ces limitations, ils ont essayé de voir comment ils pouvaient justement embrasser ces changements et tout en cherchant les moyens de faciliter
la vie du développeur. Donc, il parle de développeur joy, hein, de joie de développeur. Il voulait quelque chose qui permette à la fois d'utiliser Java de façon très efficace, on va dire en 2019, hein, puisque c'est quand il a été créé, et en même temps de faciliter justement la migration des frameworks et librairies Java existantes et déjà largement utilisées. Et c'est comme ça que Quarkus a vu le jour. Alors on va regarder rapidement un petit peu comment Quarkus et GraalVM permettent ces gains en performance, hein. Donc j'ai déjà expliqué, hein, que le fonctionnement, je vais réduire ma fenêtre ici, le fonctionnement traditionnel de Java, hein, c'est de prendre des sources, de le compiler dans un langage intermédiaire qui s'appelle le bytecode, et ensuite de l'exécuter sur une JVM. Donc c'est un peu simpliste, hein, parce que dès très tôt, hein, Java utilise Java a utilisé des mécanismes tels que le JIT, le Just-in-Time Compiler, qu'on peut traduire par compilation au dernier moment. Donc il lui permet de compiler au dernier moment des portions de code choisies et d'améliorer la performance d'exécution de son code, hein. Donc on a un just-in-time compiler. La JVM va tenir à jour des stats qui vont permettre en fait euh, alors non seulement d'exécuter une partie du code, mais aussi enfin de compiler à la volée une partie du code, mais aussi d'adapter le code, par exemple, pour utiliser des jeux d'instructions particuliers du CPU s'ils sont disponibles. Donc le système JVM JIT va récolter des statistiques d'utilisation pendant le runtime pour évaluer la pertinence à compiler un morceau de code en pondérant le gain à attendre de la compilation versus le temps perdu à compiler. Donc si c'est un morceau de code qui est régulièrement appelé, on va plutôt avoir tendance à le compiler et à le rendre disponible directement en version compilée. Donc on voit qu'en fait la performance du code va augmenter avec le temps. Mais dans un monde justement des containers où on déploie, on redéploie, on arrête, on redémarre, ou même du serverless où on veut pouvoir scaler à zéro et redémarrer rapidement, euh, on voit bien qu'en fait ce mode de fonctionnement n'est pas forcément approprié. En tout cas, il perd de son utilité. Donc au départ, GraalVM était davantage que ça, hein. C'était une extension polyglotte de la JVM pour permettre de supporter des langages autres que Java sur JVM. Donc on peut utiliser Java, mais aussi Groovy, Kotlin, JavaScript, Python, C, C++. Donc ça, c'était une partie du projet GraalVM, mais il y avait aussi le compilateur GraalVM, donc qui permettait aussi des performances optimisées pour le code exécuté sur la JVM, grâce à des approches dont j'ai parlé, hein, d'analyse et d'optimisation du code. Donc il va générer des images natives dans le vocabulaire Graal, hein, des images natives, donc un exécutable, un binaire, comprenant la totalité des classes de l'application, mais aussi l'ensemble des classes de ses dépendances, des bibliothèques, etc. Donc ça ne il ne s'exécute pas, le programme généré, pas sur une JVM, et donc il doit aussi contenir tout le code, parce qu'une JVM, c'est quand même, on va dire, quelque chose d'assez complexe. Qui va s'occuper de la gestion de la mémoire, de la planification des threads, tout un tas de services, donc qui sont gérés par la JVM et là qui sont fournis au code applicatif binaire sous la forme d'un composant appelé Substrate VM. Donc qui est un composant GraalVM, on va dire un ensemble de fonctionnalités qui en fait pallie à l'absence de, de JVM. Donc, parmi les nombreuses phases d'optimisation, le compilateur GraalVM il va partir de la classe principale Java, effectuer une analyse statique de l'ensemble du code, identifier le code actif, le code mort, et donc il va pouvoir éliminer tout le code mort, le code qui n'a aucune chance d'être exécuté au moment du runtime. Donc, non seulement de l'application qu'on a écrite, mais aussi de l'ensemble de toutes les librairies. Et c'est là qu'on peut avoir un problème. Donc, pour fonctionner correctement, cette approche a besoin de fonctionner dans un mode clos.
de connaître, d'analyser tout ce qui est potentiellement exécutable au moment de la compilation. Et sans surprise, au moment de l'exécution, il ne faut pas qu'il y ait des morceaux de code qui n'avaient pas détecté ou qui sont absents ou qui n'ont pas. Bon. Et Java est un langage très dynamique qui repose sur des mécaniques qui nécessitent ce qu'on appelle la réflexion, hein, donc faire l'introspection des classes au runtime, découvrir leurs propriétés, leurs méthodes, etc. Le chargement de classes dynamiques, donc par exemple les librairies utilisent souvent ces mécaniques-là pour aller charger au moment de la première exécution des fichiers de configuration, hein, des paramètres stockés dans un fichier XML par exemple, regarder dans ces fichiers-là des noms de classes qu'il va pouvoir en utiliser pour se configurer. Donc tout ça, c'est fait au moment de la première, on va dire, invocation de la librairie. Et donc tous ces mécaniques d'introspection, de chargement dynamique de classe sont interdits si on veut pouvoir générer une application native. Donc, bon, comme c'était des mécaniques assez prisées en Java, il y a beaucoup de frameworks et de librairies qui utilisent ces procédés notamment dans la phase de configuration, et donc ce qui complique la transition à GraalVM. Donc l'adaptation d'une application à GraalVM, alors pour la génération de code natif, car on va voir que ce n'est pas la seule mode de fonctionnement, hein, elle nécessite l'adaptation de l'ensemble des librairies et frameworks, ce qui peut potentiellement être un travail assez colossal. Donc, et c'est là que Quarkus se propose aussi de faciliter la vie du développeur ou des développeurs. Donc, par développeur, on entend non seulement les développeurs d'applications, mais aussi les développeurs des librairies, des frameworks, etc. Et donc, Quarkus va permettre de retailler, de préparer les applications à leur exécution en mode natif avec GraalVM, mais aussi avec des JVM classiques, on le verra par la suite. Donc, il va faciliter le portage des librairies, des frameworks, en proposant un framework d'extension. Donc, on va voir, hein, il y a un certain nombre d'extensions à Quarkus qui va permettre de contourner certaines limitations de GraalVM. Donc, il va, par exemple, établir une frontière claire entre ce qui est fait au build time et au runtime, ce qui va permettre aux développeurs de s'adapter et de bien définir dans leur librairie, par exemple, ce qui relève du build time et ce qui relève du runtime. Et donc, il va permettre de déporter au moment du build, de la compilation, certaines des opérations nécessaires, notamment la configuration de la librairie. Donc, c'est ce qu'on appelle une approche AOT, hein, Ahead of Time. Donc, tout ce qui concerne, par exemple, l'identification des annotations dans les classes, le parsing du XML, le scan du ClassPass, tout ça sera exécuté au moment du build. Et à ce moment-là, au On moment a eu une coupure, Xavier. Ça est-ce que... fait 1 minute qu'on t'entendait plus. Si, moi j'entendais, hein, Ah bon, par contre, on a un petit problème. On est toujours sur le slide qui est en noir et avec source, bytecode, ouais, JVM, c'était stat. ça, oui. Là, c'était, oui, c'est bon. Non, ça, c'est pas un problème, mais si vous m'entendez, c'est le plus important parce que c'est vrai que Moi je t'entends. j'avais pas forcément de slide par rapport à ce que j'étais en train de dire. Ok. Voilà. Donc, où j'en étais? Oui, je parlais de ce qui était fait ahead of time. Donc, voilà, donc, identification des annotations dans les classes, parsing du XML, scan du ClassPass, c'était au moment du build. Et donc, à ce moment-là, on peut continuer à utiliser la réflexion, l'introspection, puisqu'on est au moment de la compilation et que la compilation se fait en utilisant du code Java, on va dire, classique et des JVM classiques. Donc, on a accès à toutes ces mécaniques-là. Et donc, il va permettre également aux extensions de déclarer les classes ayant besoin de la réflexion au runtime. Donc, il va permettre à Quarkus en fait, de générer des proxys qui vont un petit peu donner le change, on va dire, et permettre à Quarkus donc, de générer des proxys statiques qui vont contourner la limitation d'introspection. On va dire que c'est une phase un petit peu d'augmentation où on va créer du code qui sera ensuite utilisé par GraalVM. Donc ensuite, Quarkus va s'appuyer sur le Graal SDK pour identifier et éliminer le code mort pour réduire l'output. Alors l'output, ça peut être une archive Java,
qui va être exécuté sur une JVM classique, mais néanmoins avec un certain nombre de bénéfices, hein, ce qu'on a vu, une réduction quand même de tout le code mort, une réduction de l'empreinte mémoire. Soit aller un petit peu plus loin et passer en fait cette archive Java, on va dire optimisée à GraalVM, en vue de la transformer en code natif directement exécutable. Donc voilà, ça c'est les deux façons, on va dire, d'utiliser GraalVM avec Quarkus. On va voir qu'on peut continuer à utiliser sa JVM en fonction des extensions qu'on utilise ou des librairies qu'on utilise qui n'ont pas encore été portées, etc. On peut faire le choix d'utiliser quand même une JVM classique avec Quarkus. Donc voilà, effectivement, je suis passé un petit peu vite sur les slides. Donc je vais vous montrer rapidement, hein, mais alors Quarkus, ce que je disais, est apparu en 2019, mais néanmoins, on a eu un effort assez important à la fois de Red Hat et des équipes de Quarkus et des développeurs de framework, on va dire, du moment, hein, ceux qui sont les plus utilisés lorsqu'on fait du microservice. Donc on a un très grand nombre de librairies qui sont déjà existantes, qui sont déjà prêtes à être utilisées. Donc voilà deux fascicules qui sont disponibles sur le site de Red Hat et qui ont été écrits par Antonio Goncalves et que je vous recommande, qui sont plutôt bien faits. Donc Antonio Goncalves, pour ceux qui font du Java, a beaucoup écrit sur J2E, etc. Donc là, il a fait Understanding Quarkus, comprendre Quarkus et Practicing Quarkus, qui sont assez intéressants, qui sont gratuits et que je vous recommande. Je pense qu'ils sont toujours disponibles. Donc vous avez le lien ici sur le site de Red Hat. Donc voilà, j'ai pris 25 minutes pour vous présenter un petit peu Quarkus et on va passer peut-être encore un quart d'heure, 20 minutes pour faire une première application Quarkus ensemble, voir comment démarrer. Donc là, je vais basculer sur mon Mac pour faire la manip. Georges-Henri, est-ce que c'est suffisamment lisible? Oui, par En plein contre, écran. l'image sur mon écran est petite. Alors, je ne sais pas si tu Je crois que partages tout ton écran. tu dois pouvoir la mettre en full screen, je pense. J'ai effectivement mon C'est Webex en full visible. screen, mais ça ne. Ah, voilà, c'est beaucoup D'accord. mieux ça. Alors attends, effectivement, alors moi j'ai pas le retour sur ce que je présente, donc j'espère quand même qu'il... Là, c'est bon, Xavier. Oui, là, tu es bien centré, tu es à la bonne taille. Ok, très bien. Donc le site de Quarkus, alors je vais le mettre un petit peu parce que pour l'instant tout ça, hop, je vais fermer. Voilà, donc le site de Quarkus, c'est quarkus.io. Donc voilà, vous allez retrouver un petit peu de l'info sur Quarkus, hein, je vais passer vite, mais vous avez le Get Started with Quarkus. Donc pour pouvoir démarrer, vous avez besoin d'un IDE. Hein. Alors moi, là, pour cette démo-là, je vais utiliser Visual Studio Code. Vous avez besoin d'une JDK. Donc voilà, vous suivez le processus d'install et optionnellement de GraalVM. Alors je vous recommande de l'installer parce que GraalVM est indispensable si vous voulez euh, générer du code natif. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, donc il suffit d'installer. Alors l'IDE c'est facultatif, hein, vous pouvez tout faire avec VI si vous voulez. Bon, c'est quand même pratique quand on fait du Java d'avoir recours à un IDE. Ensuite, vous avez besoin de Maven ou Gradle. J'ai utilisé Maven. Et voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à coder en Quarkus. Donc Quarkus se présente sous la forme d'un simple plugin sous Gradle ou sous Maven. Et donc vous verrez que c'est assez simple d'utilisation. Donc là, vous avez un start coding qui va vous permettre un petit peu un bootstrap pour générer un projet Quarkus et on va le faire ensemble. Donc ici, vous avez, voilà, vous allez configurer quelques paramètres d'application. Hein, donc je vais appeler un XRR. Je vais laisser le code with Quarkus.
Je vais utiliser Maven. Et ici, vous voyez que vous avez accès à un certain nombre des extensions Quarkus existantes. Donc, vous allez trouver de nombreuses extensions pour beaucoup de choses différentes. Lorsque vous avez le petit avion, c'est que vous avez en plus du code exemple qui est inclus. Donc, c'est assez. On va privilégier un petit peu ces extensions-là pour démarrer rapidement sur Quarkus, mais vous verrez que vous avez des extensions pour beaucoup de choses différentes. Donc, ici, moi, je vais choisir le Rest Easy JAX. Pour cette présentation-là, je vais enlever le JSON, j'en ai pas besoin. Mais vous verrez que voilà, vous allez trouver des extensions pour tout ce qui concerne la data, avec des drivers JDBC, de l'Hibernate, des liens vers des services cloud, etc. Vous allez trouver des extensions liées à tout ce qui est réactive. Vous allez trouver des extensions sur tout ce qui est cloud, des extensions Kubernetes, OpenShift, SmallRye, etc., etc. Donc, lorsque vous êtes prêt à commencer à coder, hein, donc là, on a sélectionné uniquement cette extension-là pour simplifier le code. Et je vais le publier directement sur GitHub, comme ça, je n'aurai pas trop à m'embêter. J'ai normalement fait le lien entre mon compte GitHub et le site de Quarkus. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà, et j'ai donc ce template, hein, ce petit template avec les bonnes extensions qui a été déployé sur mon GitHub ici. Donc je vais copier ça. Donc je l'ai pas mentionné tout à l'heure pendant l'intro, hein, mais Quarkus va utiliser énormément tout ce qu'on appelle les Eclipse microprofiles, hein, donc qui sont une façon assez, on va dire, intéressante, communautaire, de standardiser la façon dont on fait les choses. Et on va avoir des microprofiles, par exemple, qui vont être utiles et être standards pour, par exemple, faire du messaging, etc. Donc, par exemple, le microprofile, on va dire Eclipse, s'affranchit de l'implémentation messaging. Donc, avec la même façon de faire, on va pouvoir faire du Kafka, on va pouvoir faire du React, etc. Hop, je vais passer sur TMP. Georges-Henri, c'est suffisamment gros ou je grossis mon terminal? C'est très bien. Ok, parfait. Donc là, je vais enlever mon ancien coding Quarkus de la prépa et je vais copier-coller ce que je viens de copier de l'interface avec un petit git clone. Voilà, donc j'ai mon coding code with Quarkus, pardon, ici. Donc c'est un bête projet Maven. On va parcourir les différents directories ensemble. Mais voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour commencer à compiler. Et donc, vous voyez ici, on vous indique What's Next et on vous indique la façon de démarrer le plugin Quarkus. Donc, c'est simplement Maven, compile, Quarkus .dev que je vais copier-coller ici. Et donc, on va démarrer Quarkus en mode développeur. Et le temps qu'il démarre, je vais charger. Alors, voilà, c'est fait. Voilà, donc là, il est barré en mode développement. Alors, je vais ouvrir juste un autre terminal. Non, c'est pas le moment de faire un update. Je vais revenir dans TMP Code with Quarkus. Je vais ouvrir juste le Finder et faire un drag and drop de mon projet, donc Code with Quarkus, dans mon IDE, ce qui va être plus facile pour aller browser les différents fichiers. Voilà, donc ici, bon, c'est Visual Studio, hein, vous êtes peut-être familier avec. On a un certain nombre, voilà, ici le répertoire source avec mes sources Java. Donc je vais ouvrir ici. Donc on va retrouver on va dire un programme Java moderne, hein, avec des annotations, avec tout ce qu'il faut. Ici, j'ai un simple service REST qui est implémenté. Donc ici, je le passe de mon service REST. Hello REST Easy. Je vais un petit peu minimiser ça. Je vais le passer comme ça. Voilà.
Donc ici, on a le pass sur lequel de mon endpoint, hein, Hello Rest Easy, et ici, on voit que ça produit du texte, un text plain, et on va juste retourner Hello Rest Easy. Donc ici, vous voyez que je vais revenir sur ma fenêtre, on a toujours Quarkus qui tourne en mode développement, et je peux faire un curl directement de mon HTTP localhost 2.80 hello-rest easy. Voilà. Et ici, j'ai eu le résultat, hello, rest easy. OK, donc bon, c'est actif, ça, et ça fonctionne. Donc, on parle de joie du développeur. Donc, ceux qui ont utilisé des serveurs d'applicatifs, etc., se rappellent qu'à chaque fois qu'on devait redéployer l'application, enfin, on testait d'un côté, dès qu'on voulait déployer, c'était un petit peu fastidieux. Donc, d'ici, je vais implémenter, ou je vais changer un petit peu la façon dont c'est implémenté. Donc, je vais créer un autre endpoint. Je vais traduire en français, tiens. Hop. Donc là, j'avais hello, je vais faire bonjour. Je vais faire un bonjour, rest easy. Au niveau du pass, on va dire qu'ici, je vais faire un hello, rest easy. Et ici, un bonjour. Hop. Je vais peut-être faire comme ça. OK. Donc là, je sauve. Si je vous regarde ce que Quarkus fait, il ne se passe rien. OK, donc j'ai sauvé, mais il n'y a pas eu de recompilation. Donc en fait, on va voir que au moment de la première invocation, Quarkus va regarder si le code a été modifié ou pas. S'il a été modifié, le recompiler à la volée. Donc on ne va pas avoir à recompiler manuellement, ou il ne va pas lancer une compilation à chaque fois qu'on fait une sauvegarde. Il est assez intelligent pour dire, voilà, j'ai une invocation d'un endpoint, il repose sur tel et tel code, le code a été modifié, donc je dois recompiler, et on va voir que la recompilation se fait à la volée. Alors l'avantage aussi d'utiliser Quarkus dans un IDE, c'est de voir qu'ici, il a trouvé qu'on avait un certain nombre de endpoints, et donc là, il affiche les URL auxquels ils sont disponibles. Donc plutôt que d'utiliser curl, je peux directement aller cliquer sur cette URL-là. Donc là, hop, du coup, j'ai raté ici la recompilation. Si je remonte, voilà. On voit en fait qu'il a redémarré au moment de l'invocation. Hop, je vais le refaire. Oups. Je vais changer en welcome. Hop. Voilà, je sauve, j'invoque de nouveau. Et on devrait voir en fait, voilà, ici. Hop. Alors là, ce que j'ai fait, je suis allé trop vite. Non, il était juste pas, il est allé trop. Voilà, ok, ça fonctionne. Ok, donc voilà, en fait, au moment de l'invocation, il va recompiler à la volée, et puis voilà. Donc c'est une des facilités. Je vais remettre bonjour. Qui va permettre en fait de coder assez rapidement, et puis de ne pas avoir à se soucier de redéployer, etc. Donc on modifie son code, on refait ses invocations, on voit que ça change. Alors je vais juste aller modifier les tests, parce que sinon ça va planter à l'étape suivante. Donc là, il attendait sur Hello Rest Easy. Hello, est-ce que je l'ai modifié? Non, c'est bon. Donc je n'ai pas modifié le. Donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on va en fait pouvoir générer du code natif. Donc là, je suis en mode de développement, j'invoque. Donc je vais faire un petit CTRL-C pour sortir de ce mode-là. Maintenant, je retrouve. Et je vais donc pouvoir invoquer Maven cette fois-ci pour générer. Oups. C'est moi.
du code natif. Donc voilà, là je vais packager mon application. Donc j'ai le choix de lui dire en plus que je ne veux pas juste un jar, je veux du code natif. Donc on va faire ça ici. Donc ça devrait prendre peut-être 2 minutes, peut-être même moins. Donc là je suis sur un Mac, donc il va me générer un exécutable Mac, hein, un binaire Mac. Donc en attendant que ça finisse de compiler, je vais commencer à prendre de l'avance, qui est 38. Donc sur l'étape d'après que je vais vous montrer, on va générer une petite image Docker. Alors bien sûr, là, je génère un exécutable pour mon Mac. Je ne peux pas déployer cet exécutable dans une image Docker et un container classique qui lui, s'attend à un exécutable, on va dire, Linux. Donc j'ai aussi un moyen, et on va voir juste après comment faire pour générer un exécutable natif en utilisant une image Docker qui va générer cet exécutable natif pour Linux. Et c'est ensuite cet exécutable natif qu'on va utiliser pour créer des images Docker potentiellement déployables sur du cube ou sur autre chose. Donc ici, pour vous simplifier la vie, dans le src main, vous avez 3 fichiers Docker. Alors, comme je l'ai dit, on peut très bien utiliser Quarkus en utilisant sur une JVM, hein. Donc là, on voit qu'on a un Dockerfile .jvm, un Dockerfile .natif, donc qui vont utiliser soit une JVM, soit un exécutable natif. Donc là, on va utiliser une image Red Hat minimale, hein, voilà, from registry UB minimal 8.3. On se base sur une image très simple. Tout ce qu'on fait ici, je ne vais pas aller dans le détail, mais tout ce qu'on fait ici, c'est d'installer Java sur cette image Docker, le configurer, ensuite copier à la fois les librairies et le jar de mon applicatif, exposer les bons ports, et puis définir l'entry point, et on a notre image Docker qui est prête. Donc ça, c'est pour la JVM. Donc on a vu qu'on est passé par cette étape d'installation de Java, et on va exécuter donc le jar optimisé. Et on a aussi cette Dockerfile native. Et on voit que c'est beaucoup plus simple. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est d'installer l'image minimaliste, de copier ici l'exécutable natif qui a été généré, d'exposer les bons ports, et ensuite d'exécuter le binaire. Voilà. Donc on ne peut plus simple en termes de Dockerfile. Donc voilà, ici, j'ai fini ma compilation native. Donc je vais pouvoir aller voir dans Target le résultat de cette compilation. Et on voit qu'il m'a généré 2 choses, hein. Donc ici, mon code with, pardon, mon code with Quarkus native image source .jar, hein. Donc il y a un jar optimisé et que je peux exécuter dans une JVM. Et on voit ici, alors, hop, en rouge ici, vous voyez bien qu'il a les droits d'exécution. Donc je vais l'exécuter directement. Hop. Code with Quarkus snapshot runner. Il démarre et je vais pouvoir retour allow. Voilà. Et je vais pouvoir aller ici, donc soit invoquer oups, mon cœur là. Est-ce qu'il me l'a gardé? Voilà. Cette fois, on va invoquer le bonjour. Ah, raté. Ah, le hello marche, mais pas le bonjour. J'ai dû faire une faute sur le. Bon, bref, c'est pas très important pour cette démo-là. Donc voilà. Donc là, c'est mon exécutable natif qui répond hello rest easy. Donc ensuite, pour générer l'exécutable Linux, alors je vais réutiliser presque la même chose. Donc j'ai un P natif, mais en rajoutant un autre paramètre qui est le -d quarkus.native container-build égale true. Donc là, je vais générer le native non plus pour le Mac, mais raté. Oui, parce que je ne suis pas dans le bon directory. Voilà.
Donc toujours se mettre dans la racine du projet. Donc voilà, donc là, au lieu de faire la compilation directement en utilisant la JVM que j'avais sur mon Mac et le Quarkus que j'avais installé sur mon Mac, il va utiliser une image Docker Linux dans laquelle GraalVM est installé et faire sa compilation dans cette image Docker, générer l'exécutable et me le mettre à disposition. Donc pendant que ça mouline, parce que mon Docker est lancé. Alors ensuite, voilà, donc je vais revenir ici et expliquer l'étape d'après pendant que ça compile. Donc là, je suis en train de générer le natif, le binaire, et ensuite, je vais lancer donc une commande Docker, Docker build, en utilisant la Dockerfile .native, et je vais le taguer en l'appelant Quarkus, code with Quarkus. Voilà, tout simplement. Et l'étape d'après consistera en fait à exécuter directement l'image Docker avec un Docker run en exposant les bons ports 80-80 et l'image que j'aurais taguée Quarkus, code with Quarkus. Voilà, tout simplement. En espérant que ça prenne pas trop de temps à compiler. Voilà, il a terminé. Donc cette fois-ci, si je retourne dans Target, mon exécutable n'est donc plus un exécutable Mac. D'ailleurs, si j'essaie de l'exécuter, je devrais avoir une erreur. Voilà, exact format error, puisque c'est un exécutable Linux et que je suis sur Mac. Donc là, je vais créer mon image Docker, ce qui devrait être assez rapide, vu la simplicité. Oups, toujours pareil. Je reviens à la racine. Voilà. Voilà, donc il a créé l'image, elle est disponible et je vais pouvoir l'exécuter. En fait, c'est très simple, donc c'est vraiment partir d'une image de base qui est relativement, qui est très petite, y copier l'exécutable, le natif, et ensuite on peut faire un Docker run, voilà, et on retrouve voilà, le petit logo Quarkus, et on a is listening, donc on va pouvoir revenir ici et refaire une invocation. Voilà, et il a répondu. Donc voilà pour l'image natif, et ça répond. Alors ça ne m'explique pas ce que j'ai fait tout à l'heure de mauvais dans mon ClassPass, mais je ne vais pas aller chercher plus loin. Voilà, alors il est 46, on va arrêter la démo là. Donc voilà, c'était vraiment une prise en main assez basique de Quarkus. Voilà, prise en main de l'IDE, de voir un petit peu les facilités au moment de la compilation, de changer du code, de la mise à jour, de recompiler. C'est assez séduisant, on va dire, satisfaisant à utiliser. Moi, j'envisage de faire un petit projet là. Donc on a vu que Quarkus, on a parlé du monde du container et du serverless. Moi, j'y vois aussi un certain nombre d'autres usages potentiels sur le edge computing, puisqu'on a quand même des exécutables qui sont générés, qui sont relativement petits. D'ailleurs, tiens, je ne suis pas allé voir quelle était la taille de cet exécutable. Voilà, donc ça, on a 29, voilà, une petite application qui fait 29 mégas, elle ne fait pas grand-chose, mais bon. Donc on voit, il y a aussi la possibilité, je ne l'ai pas trop vu faire, mais je le soupçonne. En tout cas, ça doit être dans le carton où il y aura des petits malins pour l'utiliser pour tout ce qui est edge computing. Vu la taille des exécutables, moi je vais probablement m'amuser à faire un petit projet à base de Raspberry pour utiliser Quarkus et interconnecter mon calculateur sur une moto avec du Kafka pour pouvoir en exploiter les données.
Donc c'est peut-être un petit projet que j'ai dans les cartons, mais je vais essayer d'utiliser Quarkus pour générer des exécutables natifs qui tourneront sur Raspberry, avec la petite contrainte que les Pi0 ne sont pas 32 bits, donc il faudra utiliser des pailles un peu plus gros. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne sais pas si Georges-Henri, tu en as déjà vu dans le chat pendant Oui, quelques questions, quelques Xavier. questions. Jean-Yves nous demande, est-ce qu'il y a quelque chose dans le futur de compatible avec Spring Boot? Avec Spring Boot, alors il y a des choses qui sont faites, et notamment avec Spring. Donc je vais revenir sur le Quarkus IO. Donc il y a une façon de faire. Alors c'est vrai que certains ont des habitudes. Alors il y a des choses qui sont faites autour de Spring. Alors, je ne suis pas un spécialiste de Spring Boot, hein. Mais j'ai vu pas mal d'informations circuler sur Spring. Alors euh, voilà, on peut, c'est ce qu'ils appellent le mode compatibility. Voilà, donc vous avez des extensions, Quarkus Extensions for Spring Boot, qui va permettre d'utiliser les mêmes annotations qu'on utilise en Spring Boot, etc. pour Spring Boot pour configurer son appli. Donc il existe déjà des choses. C'est pas forcément la façon la privilégiée, mais j'imagine que si on a déjà des applicatifs existants, Spring Boot, qu'on veut pouvoir utiliser sous Quarkus, etc., ça peut faire gagner pas mal de temps. Il y a certainement des contraintes que je ne connais pas, hein. Mais voilà, donc effectivement, il y a déjà des choses qui existent pour faciliter le passage entre Spring Boot, Spring et de façon plus large avec Quarkus. Ok, Daniel qui te demande, est-ce que vous avez des expériences en prod? Alors c'est un petit peu tôt pour la prod. Moi, je n'en ai pas personnellement. J'imagine que si je me tourne vers nos amis de chez Red Hat, je peux trouver des gens. J'ai vu des gens sur les forums qui commencent à utiliser ça en prod parce qu'il n'y a pas trop de surprises à avoir en fait. Soit on utilise des JVM et là on retombe dans une configuration un petit peu, on va dire, connue, hein. Soit on utilise le binaire, soit on peut même éventuellement envisager un mix des deux et puis voir si effectivement les containers à base de binaire sont plus souvent en défaut que les autres. Donc non, j'ai pas vraiment bon, c'est quand même Quarkus, ça date de 2019, donc c'est pas vieux. Mais j'ai vu que des gens commencent à l'utiliser en prod. Question de Salim, est-ce qu'il y a une différence de perf entre une application pure Java, Quarkus et Quarkus native? Alors oui, alors notamment entre Pure Java et Quarkus Native. Il y en a aussi entre Pure Java et Quarkus. C'est ce qu'on a vu, hein, en termes de lorsqu'on parlait des temps de réaction et les premiers ce qu'il y avait sur les premiers graphiques que j'ai montrés. On voit effectivement qu'il y a à la fois en temps de démarrage donc voilà, c'est ici. Boot plus le first response time, voilà, c'est ici, hein. Donc là, on prend le temps de démarrage en considération. On passe de 9 secondes à 42 millisecondes, 2 secondes sur une JVM. Donc oui, il y a forcément. Alors là, j'ai pas les chiffres de juste l'exécution, mais voilà, comme il n'y a pas de JIT, c'est déjà précompilé. Donc oui, forcément, on peut s'attendre à ce que ce soit plus performant à tous les niveaux. Ok, merci. Question de Jean-Yves. Si une application existante utilise un autre JDK qu'OpenJDK, du type Adopt Open, JDK, Quarkus est-il compatible? Alors, Alors, j'ai vu qu'il y avait un support sur différents voilà, OpenJDK, Hotspot. Je pense que c'est compatible avec un certain nombre de choses, mais pas tout. Il faut aller voir les limitations. J'ai pas testé avec d'autres choses. Ils ont parlé de Hotspot, des JDK classiques à tester. À tester pour la partie jar optimisée. Moi, je vois pas de raison pour lesquelles ça ne fonctionnerait pas. C'est peut-être pas supporté de la même façon, mais on doit pouvoir jouer avec en tout cas.
Philippe, je t'entends plus. Ok, toujours Salim. Une fois booté, est-ce qu'il y a une amélioration de perf pure Java et Quarkus? Une fois booté, oui. Oui, forcément, puisque le bytecode est interprété. Alors, même s'il s'améliore avec le JIT et qu'il va, on va dire, précompiler ou des morceaux de code par rapport à en tout cas du GraalVM où c'est déjà tout précompilé, il y a forcément une amélioration de perf. Oui. Ok, j'ai plus de questions dans le chat ni dans le Q&A. Est-ce que... Ah si, Florent. Est-ce qu'il est prévu que Quarkus soit certifié J2E? J'en ai absolument aucune idée. Moi, je dirais que non, parce que c'est difficilement certifiable, parce que euh, enfin, ça, en tout cas, ça suit on va dire des parcours d'évolution un petit peu différents, puisque les certifications d'IJ2E, justement, ont besoin de certaines des mécaniques dont on s'est en fait un petit peu affranchi avec Quarkus. Donc, je ne sais pas de quelle façon ça va évoluer par rapport aux autres standards. En tout cas, c'est très dynamique, ça bouge très vite, c'est très réactif. En tout cas, ça va être une période intéressante. Il y a pas mal de gens qui voient en Quarkus un petit peu le futur de Java. Maintenant, c'est encore relativement en devenir. Je sais qu'il y a un gros focus à la fois chez IBM et chez Red Hat sur ces technos Quarkus, et notamment en relation avec tout ce qui est enfin, Kubernetes et notamment OpenShift. Donc, en tout cas, moi, je lui pressens en tout cas un avenir important. Ok, question de Daniel. Est-ce que les bibliothèques doivent être compilées express pour l'utilisation avec Quarkus? Alors, il y a deux façons de faire. Si on veut faire du natif, donc vraiment avoir tous les bénéfices de Quarkus plus GraalVM, il va falloir utiliser soit des extensions qui sont déjà en fait portées pour GraalVM, soit porter soi-même, en tout cas s'assurer que les librairies qu'on utilise n'utilisent pas des mécaniques qui seraient, on va dire, pas supportées par GraalVM. Donc, c'est justement les chargements de classes dynamiques, la- pas supportés, euh, ou l'introspection, etc., la réflexion, etc. Maintenant, si on a une application qui est en cours de transition et qu'on n'a pas porté ou que certaines librairies sont en cours de portage, etc., qu'elles ne sont pas encore dans la liste des extensions supportées par Quarkus, on peut très bien utiliser Quarkus et malgré tout le faire tourner dans une JVM classique et avoir une partie on va dire, des librairies qui ne soient pas optimisées GraalVM et qui soient les librairies telles qu'elles existent actuellement. Là, je parlais par exemple d'un petit projet pour faire on va dire, du edge computing avec un Raspberry Pi, etc. Je voulais utiliser des librairies qui sont des librairies en rapport avec l'utilisation matérielle de l'USB sous Linux. Ça ne fait pas du tout partie des librairies portées aujourd'hui qui sont disponibles en extension Quarkus. Donc là, je vais utiliser probablement euh, Quarkus dans une JVM en faisant appel directement à ces librairies qui ne sont non portées. Après, peut-être que je pourrais vérifier si elles utilisent des mécanismes, si elles sont facilement portables, les porter moi-même ou attendre qu'elles soient portées par d'autres. Voilà. Il y a pas, Ok, voilà. merci. On peut choisir un petit mode hybride qui facilite quand même le démarrage, on va dire, avec Quarkus, continuer à exécuter dans une JVM jusqu'à ce que ce soit prêt à être exécuté totalement en natif. Ok, merci. Est-ce que tu veux confirmer à Bruno? Bruno nous demande est-ce que, a priori, Quarkus n'utilise pas la norme des servlets qui est dans J2E, J2E, pardon. Est-ce que tu confirmes? Oui, oui, je confirme. Ouais. Ouais. Bon, voilà, c'est pas une application, c'est pas du classique. On va peut-être être amené un petit peu à revoir un certain nombre de fonctionnements. Ok. Salim, quelles sont les grandes limitations par rapport à l'environnement Java?
Donc les grandes limitations, c'est celles que je répète depuis le début, hein. On va dire toujours pareil. Il y a des mécaniques qui sont très importantes en Java. Et alors là, quand on parle de limitations, on parle surtout des limitations par rapport à la création d'exécutables natifs. Donc, chargement de classe dynamique, voilà, on ne peut pas optimiser parce que si on découvre, je ne sais pas, le nom d'une classe dans un fichier de configuration et qu'on veut charger la classe dynamiquement en fonction de ce qu'on veut faire, etc., et que ce soit configurable par des fichiers XML, par exemple, bah, ça, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc, il faut qu'au moment de la compilation, on connaisse déjà l'ensemble des classes. Alors, pour les extensions ont résolu ce problème en permettant l'utilisation, on va dire, en tout cas la configuration de leur framework, de leur librairie, au moment de la compilation, et de ne plus en avoir besoin au moment du runtime. Euh, voilà, donc c'est ça les grandes limitations. Il y en a certainement d'autres. Vous avez pas mal de guides sur la façon de faire les choses, sur les contraintes de Quarkus qui sont disponibles sur quarkus.io ou dans les livres de Antonio Goncalves à ce sujet-là. Ok, merci Xavier. J'ai plus de questions pour Alors, l'instant. ouais, je sais pas où j'ai mis mon keynote. Si vous voulez hop, voilà, je vous avais mis sur ce slide-là. Voilà, mon identifiant à la fois LinkedIn ou Twitter, hein, si vous avez des questions, si vous avez voilà, des choses qui viennent après ce workshop, vous n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou sur LinkedIn. Et soit j'aurai la réponse, soit je la poserai à nos amis de chez Red Hat pour qu'ils vous la donnent par la suite. Ok, merci beaucoup Xavier. On n'a plus de questions. Donc merci à tout le monde. Mais merci beaucoup. Bastien, afin de mettre le replay à disposition le plus rapidement possible. Et nous vous tiendrons informés également. Nous aurons très prochainement des intervenants de Red Hat qui nous parleront des solutions de Red Hat au sein de ce meetup. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Merci à tout le monde. Très bonne soirée. Le prochain workshop, Georges-Henri, c'est avec toi, il me semble, la semaine prochaine. Absolument. Et on parlera de scikit-learn. OK. Merci à tous Merci. et passez une très belle soirée. Merci.